Voilà, d'une terre inhospitalière à la terre fertile en Bordelais. J'ai donné ce texte, ce titre, mais je pense qu'il t'agréera. C'est la première fois au Salon international du patrimoine culturel cette année qu'il y aura un stand dédié à l'agriculture, car désormais, le geste d'or n'est plus le patrimoine bâti seulement, mais le patrimoine cultivé. La terre porte ce qui nous nourrit et ce qui nous abrite. À toi. Merci Pascal, bonjour à tout le monde. Je suis agriculteur, plus précisément paysan avec un grand P et fier de l'être. Nous travaillons dans les terres au sud de Bordeaux où il y a 2 siècles ou 3 siècles, sauf quelques petits îlots de terre boisés, la vie était quasiment impossible à cause de l'excès d'eau et de la non-gestion de l'eau dans le sol, avec énormément de moustiques, la malaria et quasiment aucune production possible parce qu'on passait d'un excès d'eau à la sécheresse. Ce sont des sables, 96% de sable et un peu de matière organique. Napoléon III a eu l'idée de planter des pins parce que c'était déjà une activité existante et qui était profitable à ceux qui l'avaient pratiqué. Et donc il a développé le pain maritime avec un petit défaut à la fin, c'est qu'il n'y a plus que des pins maritimes, sauf 150 000 hectares de terre cultivée, ce qui fait que quand la forêt se met à brûler, ça part pour un bon moment parce que l'essence de térébenthine est un excellent combustible. À partir de 1950-55, quelques agriculteurs venant du nord de la région, du nord de France, et la compagnie d'aménagement des Landes de Gascogne pour installer quelques pieds noirs venant de Tunisie, d'Algérie et surtout du Maroc, ont déboisé, défriché, pour pouvoir cultiver. Depuis, il y a en gros 150 agriculteurs, 180 qui cultivent 150 000 hectares. Et le problème de ce sol, c'est l'excès d'eau et l'absence d'eau, sachant qu'on a un ensoleillement assez favorable, au moins plus favorable qu'au nord de la Seine, la région d'où je viens. Donc, on a déboisé des terrains, il faut arracher les souches. Maintenant, on les consomme pour faire de l'énergie. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a sous le sol, dans un tiers ou la moitié des surfaces, de l'alliose. C'est un oxyde de fer qui fait entre 50 cm et 1 mètre d'épaisseur et qui ne laisse pas passer l'eau. Donc si vous ne brisez pas l'alliose, vous avancez, subitement vous êtes dans un marécage et tout est enfoui. Et ce n'est pas à vous que je vais apprendre que pour tuer une plante, ce n'est pas en arrêtant de l'arroser qu'on la tue, c'est en la noyant. Si vous mettez trop dans une plante, 3 jours après, on n'en parle plus. Donc cette gestion de l'eau est essentielle. Comme ce sont des sables, le peu de matière organique, il y a 4% de matière organique, mais ça ne suffit pas pour retenir les quantités d'eau nécessaires pour la plante. Donc nous n'avons que 50 mm de capacité de rétention en eau disponible pour la plante. Ce qui fait que si nous partons sur une période de sécheresse et de chaleur pendant une quinzaine de jours, 3 semaines, il faut obligatoirement compenser les besoins de la plante parce que notre métier, c'est de faire travailler la chlorophylle dans la plante. Notre photovoltaïque, on n'a pas été chercher les Chinois pour l'inventer, ça existe depuis un certain temps. Mais cet apport d'eau dans les sables a un coût économique et donc on le maîtrise à travers des capteurs dans le sol dans lesquels ces capteurs étant connectés nous permettent d'apporter les besoins réels de la plante en fonction de son stade d'avancement. Quand on vient de semer, ce n'est pas la peine de mouiller le sol à 80 cm, il n'y a rien. Par contre, une carotte fait sa racine sur les 3 premières semaines. Donc si vous lui donnez trop d'eau au départ, elle s'arrête tout de suite au lieu de descendre. Donc on l'alimente, mais suffisamment pour pas qu'elle se dessèche, mais pas assez pour qu'elle ait envie de chercher de l'eau plus loin. Avec cette technique, on a augmenté la longueur de la carotte de 15%, c'est-à-dire en gros un bon centimètre. Alors, nous cultivons environ 2000 hectares avec 3 cultures légumières principales, la carotte, le poireau et le radis. Notre activité consiste chaque jour à récolter le matin, vendre le matin, laver, trier, conditionner
dans la journée pour que le soir, entre 100 et 200 tonnes de nos légumes soient expédiés en sachets d'1 et 2 kilos, 12 kilos maxi, vers la grande distribution par des transporteurs qui font la logistique. Et ce, 6 jours par semaine, 52 semaines par an. Et sans contrat. Dans la mesure où la loi impose à la grande distribution de faire des contrats, mais ils font des contrats sur 10 ou 15% de leurs besoins parce qu'ils veulent garder les mains libres si jamais ils nous prenaient la folie de voir des prix trop élevés. Donc nous faisons des assolements le 15 août 2024 pour commencer à semer au mois de novembre 2024, récolter les primeurs au mois de mai 2025 et finir les récoltes d'hiver au mois d'avril 2026. Et nous produisons 35 000 tonnes de carottes, mais nous ne savons pas si nous les vendrons. Donc à nous d'être compétitifs, mais bon, c'est un élément de plus de l'aléa de l'agriculteur, c'est-à-dire que par essence, nous sommes humbles devant la nature parce qu'elle se charge de nous remettre en place très fréquemment. Nous avions prévu semer du blé hier. Pas de chance, il est tombé 40 mm en 5 heures. Donc on est tranquille pour 3-4 jours. Et donc cette succession de livraisons journalières, on le fait avec la grande distribution et les grossistes, toute la grande distribution française, avec un taux de service de 99,8%. C'est-à-dire que sur 1000 commandes, il n'y en a que 2 qui ne sont pas conformes à ce qui a été commandé. Donc ça nécessite une informatisation assez poussée, mais on va en reparler. Nous sommes, pour faire ça, 650 hectares de carottes en France et 130 hectares de poireaux, avec un complément sur le Portugal, 70 hectares en carottes et 15 hectares de poireaux, parce que pendant un mois, 5 semaines, la nature française fait qu'on n'a pas assez, la maturité n'est pas bonne, donc il faut aller les chercher au Portugal, les ramener en France pour les conditionner et les expédier. On livre toute l'année. On a un deuxième problème, c'est que pour justement aller dans le sens de l'écologie, nous devons assurer des rotations de 5 à 6 ans pour pas que la maladie se développe trop fort. On ne peut pas faire carotte sur carotte. On peut faire maïs sur maïs, mais on ne peut pas faire carotte sur carotte. Et donc, 650 hectares, si vous multipliez par 5, on n'a pas les surfaces adéquates. Donc, on loue des terres à des voisins pour pouvoir assurer cette rotation de 5 ans. La production au Portugal nous permet de livrer à la grande distribution du 10 avril au 20 mai à peu près. Alors, nous sommes des écologistes avec un grand E parce qu'on est obligé de le pratiquer. Nos carottes doivent respecter les normes imposées par l'administration française et par nos clients. Donc, pas de phytosanitaire en résidus dans la plante. Et pour ce faire, 15 jours avant récolte, nous faisons l'analyse de 450 molécules différentes pour être certains que nos produits sont sains. Et nous avons des clients qui nous demandent du zéro résidu pesticide, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de résidus. Pour ce faire, on sait que la plante va dissoudre, digérer un certain nombre de phytos, et certains vont peut-être encore être présents dans la plante, donc on les met suffisamment tôt ou on ne s'en sert pas. Ce qui pose d'autres problèmes parce que, comme nous avons du soleil, une terre noire et de l'eau, les bonnes plantes poussent vite, mais les mauvaises poussent aussi vite. Donc si vous êtes envahi et que vous n'avez pas le réflexe adéquat pour désherber en temps et en heure, c'est un tapis d'herbe. La réduction du phytosanitaire est un drame. Alors je conçois qu'il y ait une compensation entre la qualité de vie humaine, donc le principe de précaution, mais en même temps la capacité à nourrir. Parce que notre vocation, ce n'est pas de produire pour s'amuser, c'est de produire parce qu'il y a des gens qui ont faim, et il y en a encore beaucoup qui n'ont pas de quoi manger tous les jours. Et donc on est en permanence, de tout sens, nous n'avons pas la liberté, parce que les produits que nous utilisons sont autorisés par l'État français, sous contrôle de Bruxelles, mais avec une particularité, ça vous l'entendez souvent à la radio et vous l'avez entendu cet hiver avec les agriculteurs, la particularité du gouvernement français, c'est d'en rajouter une couche.
Donc si on a le droit à 10, le gouvernement français nous dit 5. Alors, on a des expériences malheureuses. Par exemple, la morelle, qui est un genre de même race que la tomate, la solanacée, on avait un désherbant, c'était parfait. Et en 2019, plus de désherbant. Alors, on avait, entre les rangs de carottes, on s'est désherbé, on s'est passé des binages, mais sur le rang de carottes, on ne s'est pas fait. Et on a laissé 1 hectare pour voir ce que ça donnait, 5 tonnes au lieu de 50 tonnes. Donc, ça nécessite de faire l'intervention par des main-d'œuvre. Alors, françaises, ce n'est pas la peine de chercher parce que la terre est beaucoup trop basse, ils n'ont pas envie de travailler. Et donc, beaucoup de main-d'œuvre étrangère. Et là, en l'occurrence, le roumain est assez efficace. Donc, on a 70 Roumains qui passent 4 à 5 semaines à 4 pattes dans les champs, voire 8, pour arracher la morelle. La morelle. Alors, sur un plan philosophique, c'est un peu gênant quand même de contraindre ces gens à travailler à 4 pattes sous un soleil de 35 ou 38 dans du sable noir. Et donc, malheureusement, on n'a pas le choix. Et donc, on vient de trouver un appareil désherbeur aux États-Unis qui travaille au rayon laser, qui tue les mauvaises plantes. Mais l'investissement, c'est 1 300 000 €. 6 hectares, donc quand on en a traité 200 ou 300 hectares, 200 hectares dans la saison, donc le coût des légumes ne va pas baisser, je vous rassure, dans la mesure où le bio a des incidences lourdes. Vous l'avez acheté, la machine? On l'a acheté, oui, on n'a pas le choix. La pluviométrie moyenne à Bordeaux, c'est 900 mm, presque 1 mètre. Certaines années sèches, on tombe à 650 mm. Certaines années humides, 2023-24, 1600. Donc les réseaux d'évacuation d'eau sont faits pour une humidité de 900, mais à 1600, c'est beaucoup plus compliqué. Donc nous, on a besoin de pouvoir récolter toute l'année, tous les jours. Même s'il tombe 40 mm, on n'a pas le choix. Donc on a des pneumatiques pour les machines qui font 1 mètre de large, mais on est obligé de drainer. Donc on a en surface, à 1,20 m, 1,50 m de profondeur, tous les 20 mètres, un drain qui évacue l'eau vers des fossés. C'est mal vu par les écologistes parce que cette eau, elle devrait prendre un chemin naturel. Mais si on lui laisse prendre le chemin naturel, quand il tombe 100 mm, on est pendant une semaine à rien pouvoir faire et les plantes sont noyées. Titre d'exemple, en 2020, on a repris une exploitation voisine où le drainage avait été annoncé dans la vente, mais il n'était pas réellement bien fait. Et nous avons perdu au cours de l'hiver 23-24, 60% de nos légumes par excès d'eau. C'est-à-dire vous le savez, quand vous laissez une carotte dans la casserole pendant 4 jours, elle finit par pourrir. Et donc là, en l'occurrence, notre stockage d'hiver, c'est le sol. On laboure la carotte dans le sol et on le laisse là. Mais si 8 jours, 15 jours, 3 semaines d'excès d'eau, la carotte est pourrie. Donc ce sont des tris qu'il faut faire et des augmentations de coûts parce que le rendement est nettement inférieur. Donc nous avons drainé tous ces sols et en parallèle, nous irriguons. Alors l'irrigation, pour ceux qui connaissent, qui sont peut-être passés sur l'autoroute A63, fait lever les bras au ciel d'un certain nombre de gens qui disent que c'est pas normal. Nous, à Bordeaux, on n'a plus le droit de laver nos voitures, on n'a plus le droit d'arroser nos jardins. Et ces abrutis de paysans, ils sont en train de mettre des millions de mètres cubes d'eau, je parle en millions de mètres cubes d'eau au cours de l'année, sur le sol, sans s'occuper de l'évapotranspiration. Alors là, il y a un point essentiel que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'eau ne nous appartient pas, et l'eau, nous ne la consommons pas. On maintient un niveau d'humidité pour que la plante puisse continuer à se développer en pompant l'eau dans le sol pour l'évaporer. Pour faire 1 hectare de maïs, il faut 15 tonnes de rendement, par exemple. Il faut en gros 450 à 600 mm. Donc entre 4500 et 6000 m3 d'eau par hectare pour le faire pousser. Donc, au moment où la plante est en place, parce que s'il pleut l'hiver, ça ne sert à rien. Et donc imaginez, parce que beaucoup de gens pensent que le maïs consomme cette eau, mais en fait le maïs pompe l'eau par les racines, nettoie l'eau en même temps, et l'évapotranspire. À titre indicatif, Agen est beaucoup plus arrosé depuis que l'irrigation existe dans le sud-ouest, dans les Landes.
Donc cette eau, on ne la garde pas, on n'est pas propriétaire de cette eau. Par contre, on en a énormément sous les pieds. Je vous rappelle que Aquitaine, ça veut dire aqua, et il y a 1400 mètres d'eau sous les pieds, à différents niveaux. Donc au-dessous de 120 mètres, c'est de l'eau potable. Et nous, on est dans une zone où c'est de l'eau polluée, pH 4, 4,5. Toutes les racines, les fougères, les pommes de pin, les aiguilles de pin, tout ça, ça tombe dans le sol. Donc très chargé en matière organique. Et l'eau que nous évaporons, elle est propre. Donc quand on nous dit vous êtes des sagouins parce que vous consommez beaucoup d'eau, non, on en prélève beaucoup, mais on la restitue immédiatement au sol, dans l'atmosphère, et deux, on la nettoie. Alors, donc vous augmentez la pollution du sol. Mais non, parce qu'il repleut, et à ce moment-là, la dilution reprend sa place, et donc nos sols restent à peu près constants. J'insiste parce que beaucoup de gens pensent que le maïs consomme 5000 m3 d'eau par an. Il a besoin de 5000 m3 d'eau pour que la chlorophylle soit à la bonne température pour pouvoir travailler, c'est-à-dire produire du maïs. Alors maïs grain, carottes, poireaux, pour que vous puissiez manger. C'est ça notre métier. Alors, pour réaliser cette activité, nous avons besoin de 230 salariés. Donc, il y a 130 permanents. On a 15 bac plus 5 entre les commerciaux, les techniciens agricoles, la maintenance. On fait une maintenance 2 jours pour réparer une machine qui tombe en panne. Il y a 250 moteurs qui tournent pour pouvoir sortir 5000 commandes par jour. Parce qu'on livre, chaque magasin est regroupé dans la centrale. Et je vous l'ai dit, on a un taux de service relativement élevé, ce qui fait que les saisonniers sont encadrés et accompagnés par de l'informatique. Tout est informatisé. À partir du moment où la commande est prise, elle va sur le poste de celui qui doit la produire. Alors, le sol, pour pouvoir être productif, il doit être en permanence occupé par des plantes, pour que le microbiote du sol alimente la plante et que les déchets de la plante alimentent le microbiote. Donc c'est un équilibre. Et donc, comme le sable est assez volatile, il arrive parfois qu'il y ait des vents de sable, et à ce moment-là, on a des tempêtes de sable, au point qu'une année, on avait bloqué l'autoroute. C'était au printemps, le sable avait complètement obstrué l'autoroute. On ne voyait pas à 5 mètres, à 10 mètres. Bon, donc on a trouvé des solutions pour éviter ces catastrophes, parce que sur le plan économique, c'est dramatique. Le meilleur sable qui s'en va, c'est l'humus. Et donc, on cultive en hiver du seigle. Et ce seigle, on en a fait du méthane, dans la mesure où on a monté il y a 5-6 ans un méthaniseur. C'est-à-dire que la chlorophylle, donc c'est notre cycle à nous, c'est la chlorophylle. Avec l'eau et la chaleur et l'humidité et le soleil de l'hiver permet au mois d'avril de récolter 40 tonnes de seigle à l'hectare pour pouvoir l'ensiler et en faire du méthane. Et nous produisons 23 gigawatts de gaz. Ce gaz est envoyé par les réseaux de GRDF locaux dans une station de distribution de gaz que le Carrefour a commandé à Air Liquide, parce qu'il impose à ses transporteurs de travailler avec des moteurs à gaz. Et donc, sur la même commune, on produit des carottes, on alimente le méthaniseur, on produit du gaz. Ce gaz est utilisé par les camions pour transporter nos carottes. Donc, on a une économie circulaire sympa. Merci. J'ai souhaité, au-delà des rencontres personnelles, je connais assez bien ce milieu parce que mes parents étaient minotiers et je suis même chef meunier. Donc j'ai vécu toute ma vie dans les plaines du Vexin, où d'ailleurs il est aussi récoltant. J'ai souhaité vous montrer l'agriculture urbaine, périurbaine. Il ne faut pas opposer, je me permets de parler de ça parce que ma formation à l'agriculture est assez forte, alors que je suis aujourd'hui considéré comme un urbain. Et toutes les discussions, monsieur l'ancien conseiller de François Mitterrand publie aujourd'hui même, il avait son interview
donc à la radio son livre sur les villes, l'histoire des villes. Et de fait, aujourd'hui, il y a deux agricultures, celle que prône telle ou telle, la petite agriculture de marché locale, etc. Elle va justement, et les villages jouent un très grand rôle, et ces villages concourent au geste d'or pour l'aménagement des centres intercommunaux en ce moment. Et donc, c'est une autre agriculture possible. Mais l'agriculture de nos villes, qui aujourd'hui sont le fer de lance du développement de l'occupation humaine, c'est celle-là. Et j'ai voulu que vous entendiez la réalité. Et ce forum, il est destiné à montrer ce qu'un certain nombre de gens de la presse n'ont pas le temps de connaître, parce qu'ils ne sont pas dans l'habitable, ils sont dans le soupçonnable. Et aujourd'hui, ce forum est contre le soupçon. Il est un peu pour la vérité. Voilà, donc je vous laisse poser des questions. Moi, j'en aurai beaucoup, mais n'oubliez pas que nous avons un grand département d'économie circulaire, que là, vous avez les deux logos. Il y a le logo du geste d'or, qui est le G, voilà, mais il y a aussi le logo du Fonds du réemploi, qui est cette fenêtre ouverte que vous avez là et qui est très important au geste d'or. Le Fonds du réemploi est né d'ailleurs d'abord de l'activité qu'on a autour du recyclage et de tout ce qui est l'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est bien entendu aujourd'hui un développement vers le réemploi. Mais je laisse la parole à ceux qui voudront l'apprendre. Qui voudrait ? Bien, c'est la dernière fois que je parle. Oh là là, c'est assez effarant d'entendre ça. Mais là, je suis obligé. Promesse de Gascon. Effectivement, je travaille au ministère de l'Agriculture et puis je connais strictement rien à l'agriculture. Et c'est un ministère qui devrait disparaître d'ailleurs. Je dois le préciser, et j'ai été directeur de l'Association générale des producteurs de maïs pendant 10 ans, et je me suis fait virer par mon président, dont je tairai le nom. Alors que j'étais aux États-Unis en train de négocier une association mondiale des producteurs de maïs et qu'on avait réussi à monter un grand projet de recherche sur le bassin de l'Adour pour obtenir une qualité, des résultats en termes de qualité d'eau et non pas en termes de moyens, ce qui est assez compliqué. Un des grands drames de la politique agricole et je dirais de la géostratégique de la France, c'est la qualité des eaux, pas simplement les quantités. Chaque année, les eaux se dégradent. Parce que chaque année on rajoute notamment des pesticides, mais pas que. Donc chaque année elle se dégrade, ça s'incrémente et on ne sait pas régler ce problème. Donc on fait semblant, on essaye de trouver des solutions en réalité on ne le traite pas vraiment. Donc ça aurait pu s'appeler l'eau d'ailleurs ce matin où l'intervention de François aurait pu se passer cet après-midi dans le cadre de l'eau, mais tout est dans tout, les 5 éléments sont liés. Et donc nos 5 conférences, nos 5 demi-journées sont reliées. Donc 4 demi-journées. Je veux bien que tu en mettes une de plus, mais bon. Non mais tu me déçois. Nous avons bien 5 conférences. Nous sommes des milliers ici, et nous avons 5 conférences. Voilà, c'est une réalité qui vous apparaît à tous comme aveuglante, sauf à notre cher délégué général qui... non, directeur général. Directeur général qui est un peu... Tu es pas aussi en forme que d'habitude, je trouve. Hein. Donc, en tout cas, tu tombes dans les pièges que je te tends avec emphase. J'adore ça. Donc, juste 2 mots. Je ne suis pas du tout d'accord avec François sur un point et d'accord avec lui sur un autre. D'abord, je pense qu'en effet, la question des pesticides est un véritable problème. Qu'il faut que l'administration essaie de résoudre, et je comprends bien qu'on peut avoir besoin de pesticides, on peut aussi avoir des méthodes alternatives, et tu l'as très bien rappelé, il y a des solutions à l'usage des pesticides qui sont extrêmement coûteuses et complexes. Donc l'énergie, me semble-t-il, de la puissance publique devrait être consacrée à accompagner ces méthodes, si du moins on a un objectif en matière de qualité des eaux. Hein. Si on s'en fout, si c'est uniquement l'alimentation, on continue comme maintenant. Mais si on s'intéresse effectivement à avoir des vrais résultats, je crois qu'il faut complètement changer la politique agricole européenne qui est héritée, je le rappelle, de 1992, c'est-à-dire de Jacques Delors. On est encore maintenant dans la politique provisoire mise en place en 1992 par Jacques Delors pour répondre aux injonctions américaines dans le cadre de ce qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce. Et ça fait 30 ans que ça dure. Alors c'est une très belle politique, hein, du point de vue de la décision, c'est remarquable, mais c'est pas normal qu'une politique entre guillemets fossile continue d'exister aujourd'hui. La politique agricole actuelle, elle a 30 ans de désuétude et elle devrait être différente. Une machine qui coûte 1 million d'euros, c'est une machine qu'on pourrait encourager à acheter. Il y a eu un plan de relance sur lequel je suis en train de travailler, j'en fais l'audit,
Effectivement, on a décidé d'aider des milliers d'agriculteurs, à peu près tous ceux qui avaient des moissonneuses-batteuses, à en racheter une nouvelle au motif que c'était plus performant pour l'environnement. Et donc, on donne de mémoire 40 000 pour un jeune agriculteur, euros de subvention pour une machine qui vaut 100 000, on va dire. Et on l'a donné à peu près à tous les agriculteurs de 100 000. France. Des mulchers, des choses comme ça. Oui, parce qu'une moissonneuse-batteuse, c'est plutôt 300 et plus. Parlons pas technique. Mais je ne connais rien, je rappelle. Hein. Donc 40 000 euros pour une machine qui vaut 100 000, pas d'effet d'aubaine, on a 2 ans pour l'acheter. La durée de vie et l'amortissement d'une machine, c'est 5 ans. 7 ans, 10 ans. 7-10 ans, bon, donc grosso modo. Elle ne travaille que 15 jours par an. 20% des agriculteurs ont bénéficié de ce plan de relance. Moi, j'aurais préféré qu'on donne moins d'argent à tous les agriculteurs et un peu plus à certains en fonction des initiatives qui sont prises. Et là où je suis d'accord avec... donc je ne suis pas d'accord avec la politique agricole actuelle, qui n'est pas intelligente, elle n'est pas pensée, elle est subie, elle est héritée du passé. C'est justement quelque chose contre lequel je m'élève en tant que syndicaliste, aux fonctionnaires, professeurs, etc. Il faut réfléchir aux politiques publiques, il ne faut pas juste les prendre en les considérant comme étant... une question d'idéologie, c'est pas vrai. Il n'y a pas d'idéologie environnementale contre de l'idéologie productiviste. Il y a des objectifs techniques à poursuivre. C'est pas de la politique politicienne, c'est de la politique publique, c'est de l'ingénierie humaine. J'en viens au deuxième point pour rebondir sur ce que disait François. Les solutions que met en œuvre François n'ont d'intérêt que dans le bassin des Landes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre ces solutions en œuvre ailleurs, en Corse, en Tunisie, à Gaza ou dans la Beauce. Donc, à chaque endroit, ces solutions. Et il faut donc, et c'est un des objectifs du geste d'or, c'est d'humaniser les politiques. C'est-à-dire que la politique ne peut pas être décidée à Bruxelles, elle ne peut pas être décidée à Washington, elle ne peut pas être décidée à Paris non plus. Elle doit être décidée, même pas à Bordeaux, elle doit être décidée au niveau de l'ère écologique et du réseau d'humanité le plus précis. C'est là que les décisions doivent se prendre et on attend des acteurs qui se mobilisent sans idéologie, avec autorité, c'est-à-dire en s'autorisant les choses pour trouver des solutions. Et c'est typique, donc l'exemple est extrêmement intéressant de François, car il illustre combien des solutions qui sont pertinentes dans les Landes ne peuvent pas être mises en œuvre ailleurs et nécessiteraient une mobilisation autour d'un terroir défini. La politique agricole commune, c'est arroser depuis 1992 la moitié des agriculteurs avec un paiement à l'hectare, pour faire bref, avec des akouskis environnementalistes théoriques et complètement fumeux, hein, qui sont d'ailleurs privés d'effet. Puisque la biodiversité ne s'est pas trouvée améliorée, on fait une réunion sur l'eau, une revue de Polytechnique qu'on sort lundi, on fait une réunion sur l'eau à midi ici, où on dira que les objectifs de la directive 4 ne sont pas atteints. On s'est fixé des objectifs, c'est très bien, mais on ne les atteint pas parce qu'on ne s'en donne pas les moyens, et en réalité, on ne veut pas. Donc il y a vraiment une révolution à faire, et je pense que c'est le geste d'or est le lieu de cette révolution pour qu'on change complètement la façon de concevoir les politiques publiques. Alors, tu ne parlais pas des politiques publiques, un petit peu quand même au travers des autorisations, mais je voulais quand même mettre un mot des politiques publiques parce qu'elle est là. On dépense 10 milliards par an en France sur l'agriculture. Voilà. Ça fait combien de machines pour robiner les carottes? Ça fait pas beaucoup, mais ça fait, à mon avis, suffisamment et à mon avis, de façon plus utile que ce qu'on fait à l'heure actuelle. Merci, parce qu'on a dépassé notre temps, oui. Oui, donc, je réponds en 3 mots. Effectivement, la situation du bassin aquitain est très particulière. En Beauce, les mêmes quantités d'eau viendraient en concurrence avec l'alimentation de la ville de Paris, parce que ce sont les mêmes nappes. Donc on est dans des situations complètement différentes. Mais j'abonde complètement à la proposition de François de faire une politique régionale, dans la mesure où Monsieur le Président de la République, en 2023... fin 2022, quand il a vu la sécheresse et qu'il nous annonce toujours qu'il fait très sec, parce qu'on nous parle toujours de Perpignan qui est sec, il faudrait qu'il se promène un petit peu en France, il verrait qu'on est parfois en patauge. Il a imposé à tout le monde de réduire de 10% la consommation d'eau. Et je suis maire dans ma commune et président d'un syndicat d'eau. Et on nous dit de réduire de 10%. J'avais Veolia comme intervenant et j'avais 46% de rendement dans mon réseau rural. Donc 70 mètres de tuyaux par abonnement.
Et on est passé maintenant à 95% parce qu'on a des relevés journaliers de tous les compteurs. Donc je veux bien encore faire 10%, mais il y a un moment, bon. Oui, ce que je veux dire un tout petit mot, mais j'ai une tentation parce que tout ce que nous discutons là va être ensuite discuté ici en commission et va notamment ce problème de la redéfinition des régions qui est sur le chantier. J'en suis très content. Quand on a découpé en 12 régions, je cite une petite chose, nous avons 32 départements qui sont au geste d'or, parce qu'on a la CERDEL, qui est une des deux organisations des départements. Ce sont des départements de France, l'ADF. Et à la CERDEL, dirigée par le préfet Pierre Monzani et présidée par Léonce Denis, qui est le président du Calvados. Mais le jour où j'ai rencontré le directeur administratif des régions, il m'a dit « Pascal, vous ne faites pas entrer les régions au geste d'or, ce ne sont que des seigneuries mal définies. » Et effectivement, les régions, c'est pas de la faute des présidents de région. Et de fait, lorsqu'on a découpé la France en ces régions, on les a pas découpées dans des régions logiques. On a fait une espèce notamment l'Aquitaine, elle remonte très haut. C'est pas évidemment du côté de l'Anjou qu'on sait ce qui se passe là où tu es. Évidemment à Bordeaux, mais c'est la même région. C'est pareil pour le Languedoc-Roussillon, enfin, et la région centre. C'est des régions qui sont mal découpées et et nous au Geste d'Or, nous défendons les territoires géologique. C'est tout simplement que nous avons aujourd'hui une conscience globale. Quand on réfléchit un peu, on est obligé d'avoir cette conscience globale. Merci à toi, merci beaucoup. Et nous passons à Philippe Nier. Une question. La question que j'avais... Laetitia Schwartz. Oui, Laetitia Schwartz. Moi, j'essaie de... Responsable des fonds d'investissement au Geste d'Or. Fonds d'investissement et la partie immobilière, mais l'agriculture m'intéresse aussi. La question, c'est, j'essaie de traduire de façon pragmatique, parce que comme vous l'a dit Pascal, on devra remonter des informations. Les GIE de matériel, parce que vous parliez effectivement, le coût d'investissement du matériel est important. L'utilisation que vous en faites, passé un certain stade, et vous le mettiez en évidence, une moissonneuse-batteuse, ça utilise... Alors, je sais qu'il y a des groupements. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait favoriser l'obligation d'un GIE de matériel, voire comme pour les véhicules, aujourd'hui, on a eu des démarches parce que j'ai été dedans sur la voiture à 100 € pour les gens qui n'avaient pas la capacité d'acheter des voitures en location. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait être porté, c'est-à-dire avoir du matériel la coopérative avec UNSI, quelque chose comme ça, oui. Des coopératives, mais travailler de façon effectivement locale, mais plus portée que ça ne l'est aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, c'est des démarches plus individuelles. Donc, vous soulevez le problème de la moissonneuse-batteuse, mais ce n'est pas le seul matériel. Dans le cadre de la moissonneuse-batteuse, nous-mêmes, nous n'avons pas de machine. Nous faisons appel à l'entreprise qui a son siège social à Pau, travaille chez nous et remonte pour récolter du blé. Donc, on peut modifier les barres de coupe, récolte du blé jusque dans le Nord-Pas-de-Calais et redescend pour pouvoir avoir une période d'utilisation qui soit d'1 mois et demi, 2 mois, et si on rajoute le maïs, 3 mois. Donc là, c'est amortissable. Par contre, le matériel pour semer, on ne peut pas attendre. On sème tous en même temps. C'est ça le problème. Et donc la philosophie de la petite agriculture, parce que plus propre et plus écologique, ça, c'est du pipeau complet, oui, que je propose à tous les gens qui proposent ça de venir le faire. On a la SAFER qui nous a... Il y a eu une ferme de 300 hectares de vendus à côté de chez nous. Il a prélevé 5 hectares pour installer un jeune agriculteur. Alors, s'il trouve un jeune et que le type soit mordant, on sait que ça sera un pendu supplémentaire ou un suicide supplémentaire dans les 5 ans, 3 ans, 10 ans, parce que c'est impossible de vivre de l'agriculture locale. Même si vous produisez des carottes que vous allez les vendre sur le marché, c'est impossible. C'est un bagne. Vous avez entendu parler de ces paysans qui font 70 heures par semaine pour 350 € par mois. Bon. Et ça, c'est pas du pipeau. C'est la réalité. Et tout le reste, c'est effectivement un langage de ville. Et c'est le rat des villes qui essaye de, finalement, avec ses déclarations utopiques, de tuer le rat des champs. Voilà. Bien. Merci à toi. Philippe Nier. On t'applaudit, hein.